Alors, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est celui du droit à la connaissance de ses origines biologiques dans l'AMP, assistance médicale à la procréation. Un sujet qui est régulièrement débattu depuis chaque fois qu'une réforme de bioéthique est en discussion. Mais pour autant, à ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune modification majeure depuis les premières lois de bioéthique, les lois de 1994. À cette époque, la question s'est réglée avec la consécration légale d'un principe d'origine jurisprudentielle, le principe de l'anonymat du don de tous les éléments du corps humain, qu'il s'agisse du don d'organes ou, pour ce qui nous intéresse, du don de gamètes. Ce principe, qui a été introduit à l'article 16-8 du Code civil, institue une sorte de contrat de confidentialité à l'égard du donneur, un contrat qui a pour conséquence que les enfants qui sont issus d'un don de gamètes sont légalement dans l'impossibilité de connaître leurs origines biologiques. Alors il est vrai qu'en pratique, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées et il arrive que l'enfant né d'un don retrouve son donneur. À ce sujet, on pense naturellement à l'histoire très médiatisée d'Arthur Kermel-Belsen. Arthur qui, après des années de recherche, a retrouvé et rencontré son donneur. Il faut dire qu'avec la banalisation de certaines techniques, dont le test ADN, qui est en vente libre dans certaines régions de notre monde, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'exclure totalement qu'une telle rencontre ait lieu. En réalité, dès le départ, dès 1994, cette hypothèse, l'hypothèse d'une rencontre, a été envisagée. Et par mesure de précaution, le législateur a ajouté une interdiction formelle dans le Code civil, celle de faire établir un lien de droit entre l'enfant né du don et le tiers donneur. Par conséquent, toutes les actions judiciaires relatives à la filiation sont, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur, strictement fermées, strictement et définitivement fermées. Concrètement, le donneur et l'enfant qui est né de son don sont voués à rester de parfaits étrangers, juridiquement du moins. Cette règle, bien évidemment, n'a jamais fait l'unanimité, en particulier chez les premiers concernés, à savoir les personnes qui sont issues d'un don de gamètes. Pour elles, ce secret est vécu comme une injustice, celle d'être privées d'une partie de leur histoire. Ces enfants, ces adultes, sont parfois soutenus par les parents qui s'inquiètent de ne pas connaître les antécédents médicaux de leur enfant, ou par les donneurs eux-mêmes qui regrettent parfois de ne pas être autorisés à transmettre plus que leur patrimoine génétique. Lors des états généraux de la bioéthique, au printemps 2018, ce sujet a de nouveau été évoqué. Mais cette fois-ci, il a été inscrit à l'ordre du jour du projet de réforme, mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, rien n'est encore acquis. Il existe en effet de nombreuses divergences de point de vue entre les deux assemblées, et il y a encore beaucoup de détails techniques à régler. Néanmoins, il semble à peu près certain que le droit de connaître ses origines biologiques soit admis très prochainement, puisque l'article 3 du projet de réforme va en ce sens, ce qui ne sera certainement pas sans poser quelques difficultés. Alors, que nous dit ce texte? Eh bien, tout simplement, cet article 3 nous propose de créer un droit fondamental, celui d'accéder à ses origines génétiques. Mais pour autant, la règle de l'anonymat que j'ai évoquée tout à l'heure ne serait pas jetée aux oubliettes, puisque ce même article 3 en réaffirme le principe. Autrement dit, le don reste anonyme, mais le droit à l'anonymat disparaîtrait. Alors s'il semble exister un consensus sur la nécessité de créer ce nouveau droit, il n'y a pas encore d'accord sur la manière de procéder. 3 points en particulier méritent d'être évoqués. Le premier concerne l'identité des bénéficiaires de ce nouveau mécanisme, qui, des enfants nés ou à naître, des parents ou des donneurs, pourraient demander ce que le secret soit levé. Alors, du point de vue des enfants, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi, le gouvernement avait imaginé que cette possibilité ne soit ouverte qu'à l'égard des seuls enfants nés d'un don postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Mais les députés en ont décidé autrement. Pour eux, par mesure d'équité, tous les enfants, quelle que soit l'époque du don, devront pouvoir demander à connaître leurs origines génétiques. En revanche,
Pour les enfants conçus avant l'entrée en vigueur de la future loi, le droit à l'anonymat devrait continuer à prévaloir, c'est-à-dire que les donneurs seraient simplement incités à répondre favorablement aux demandes des enfants issus d'une PMA exogène, juridiquement donc, à l'égard des donneurs antérieurs à la loi, eh bien la loi ne reviendrait pas sur le contrat d'anonymat passé entre eux et l'État. Les parents également pourraient bénéficier de ce nouveau mécanisme dans une moindre mesure, puisqu'ils pourraient accéder à certaines informations, pas toutes, mais uniquement donc après la naissance de l'enfant. Le deuxième point se rapporte à l'objet de la divulgation. Doit-il porter sur l'identité du donneur ou, comme c'est le cas dans certains pays, sur de simples données qualifiées de non identifiantes, par exemple, mais la liste n'est pas limitative, son âge, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale ou encore son pays de naissance. Alors bien évidemment, cette dernière hypothèse ne pose aucune difficulté, c'est surtout l'hypothèse de la révélation de l'identité du donneur qui pose problème, et c'est sur ce point que les différentes approches se distinguent le plus profondément. D'un côté, on a le Sénat, qui conditionne la révélation de ces données dites identifiantes à l'expression d'un consentement spécial. Concrètement, ça signifierait que lorsque l'enfant demandera à connaître l'identité de son donneur, eh bien ce dernier devra y consentir ou pas. Il disposerait donc d'un droit de veto. De l'autre, on a l'Assemblée nationale qui souhaite étendre bien l'accès aux origines et à l'identité à toutes les données génétiques connues, dont l'identité du donneur, et donc priver les donneurs de la possibilité d'avoir un droit de veto. Enfin, un troisième et dernier point a fait l'objet de longues discussions, celui du processus par lequel l'accès aux origines serait garanti. À ce sujet, 3 mesures se distinguent. La première est relative au consentement du donneur. À l'avenir, toute personne souhaitant se livrer à un don de gamètes devrait consentir expressément à ce que certaines informations le concernant soient communiquées. Un refus serait donc sanctionné par une impossibilité de donner ses gamètes, une mesure qui paraît logique, mais on doit donc se poser la question de savoir si elle ne sera pas dissuasive et si le nombre de dons ne risque pas de chuter gravement. La deuxième mesure porte sur la nécessité de s'assurer que les enfants puissent, de manière concrète, avoir connaissance à ces données relatives à leurs origines génétiques. Pour cela, l'article 3 exige du praticien qui a recueilli les dons de s'informer des grossesses et du déroulé de ces grossesses et collecter toutes les informations relatives à ces grossesses et à la naissance d'un enfant, le cas échéant. Là encore, le dispositif paraît cohérent, encore faut-il savoir si en pratique il est réalisable. Enfin, une troisième série de mesures est relative à la conservation et à la divulgation des informations génétiques. La conservation des données devrait être confiée à l'Agence nationale de biomédecine, ce qui paraît assez normal puisqu'elle est d'ores et déjà compétente en matière d'AMP. Pour la transmission des informations, en revanche, le débat est plus ouvert. Les uns proposent de confier cette mission au CNAOP, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Les autres préconisent de créer une commission ad hoc, une commission spéciale au motif que, je cite, « la situation juridique et psychologique des enfants issus d'un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente. » Alors, à mon sens, cette solution est sans doute plus conforme aux réalités vécues par les uns et les autres. Reste à savoir si elle sera finalement retenue. Quoi qu'il en soit, les divergences aujourd'hui sont encore nombreuses, ce qui montre qu'en dépit d'une volonté apparemment commune d'avancer sur le secret des origines, il est très difficile de trouver un équilibre satisfaisant sur un tel sujet. Il est évident en effet que lever ce secret ne sera pas sans conséquences, tant pour les familles que pour les donneurs. Tout d'abord, du point de vue de l'enfant né du don, il ne faut pas négliger les conséquences psychologiques qui seraient sans doute assez nombreuses et assez importantes. Une majorité de psychiatres et une majorité de pédopsychiatres alertent en effet sur le danger potentiel d'une révélation tardive. En gros, plus l'enfant accède tardivement à ces informations, et notamment à l'identité du donneur, et plus l'impact psychologique serait important.
Or, en l'état actuel du projet, il faudrait attendre l'âge de 18 ans pour connaître la vérité. On doit donc se demander si ce n'est pas déjà trop tard. On doit surtout aussi se demander quelle sera l'effectivité de cette disposition, puisque pour être mise en œuvre, encore faut-il que l'enfant ait eu connaissance des circonstances de sa naissance, ce qui est rarement le cas. On estime à environ 2/3 le nombre d'enfants qui est tenu dans l'ignorance, et aujourd'hui, il n'est rien prévu qui puisse obliger les parents à révéler cette vérité à leurs enfants. On pourra répondre, et à juste titre d'ailleurs, que la manière dont l'enfant est conçu n'appartient qu'aux seuls parents, et qu'il est sans doute très difficile d'évoquer le sujet de sa propre stérilité avec ses enfants. Il n'en reste pas moins que toutes les études montrent que ce secret peut gravement impacter l'enfant, en particulier s'il le découvre de manière inopportune. Toujours à propos de l'enfant, les psychiatres alertent et redoutent la mise en place d'un conflit de loyauté à l'égard des parents légaux ou à l'égard du géniteur, les premiers qui ont souhaité l'existence de l'enfant, le second qui a permis l'existence de cet enfant. Cette hypothèse ne doit surtout pas être prise à la légère, d'autant plus que le projet de loi favorise cette distinction, institue même cette distinction entre les parents légaux d'un côté et les parents biologiques de l'autre. Ensuite, l'accès aux origines pourrait avoir pour conséquence de déstabiliser la famille qui s'est construite grâce à ce don, la famille au sein de laquelle l'enfant est né. L'accès aux origines va de facto interroger le lien parent-enfant. Concrètement, la question va se poser de savoir ce que l'enfant va faire des informations dont il aura connaissance. Va-t-il chercher à rencontrer son donneur ? Dans l'affirmative, que recherche-t-il ? Un visage ? Un parent ? La réponse, bien évidemment, va dépendre de sa situation personnelle. Si ce dernier a un père et une mère, ce qui aujourd'hui est toujours le cas puisque l'actuel PMA cherche à conserver l'apparence de la réalité. Probablement qu'il ne recherchera qu'un visage. En revanche, si demain la PMA pour toutes passe, ce ne sera plus toujours le cas puisque l'AMP sera ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules. Dans ce cas précis, l'enfant pourra naître sans père et cet enfant né sans père pourrait partir à la recherche non pas d'un simple visage, mais bel et bien de la figure paternelle dont il a été privé. Cette possibilité ne doit surtout pas être prise à la légère et on doit, à mon avis, fortement regretter les réponses parfois simplistes qui sont formulées à son sujet. Je cite, « Il n'y aura pas de filiation entre le donneur et l'enfant », nous promet le rapporteur du projet de loi. Pourquoi ? Parce que nous reprendrons l'actuelle interdiction de mener une action judiciaire en filiation dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur. Bien sûr, cette réponse est celle que souhaitent entendre les parents concernés. Mais c'est méconnaître profondément l'actualité judiciaire relative à la filiation. La Cour européenne des droits de l'homme, en particulier, reconnaît l'existence de, je cite, un droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. Elle admet également que l'intérêt de l'enfant réside, je cite toujours, l'établissement de sa filiation réelle. Il paraît donc aujourd'hui difficilement crédible que la proposition du droit français au sujet de la filiation impossible entre le donneur et les enfants nés de son don trouve indéfiniment grâce à ses yeux. Et l'on sait ce qu'une condamnation européenne signifierait pour notre droit français. Enfin, un troisième enjeu concerne les conséquences de la levée de l'anonymat sur un autre sacro-saint principe du droit de la bioéthique, le principe de la gratuité. Il faut savoir en effet que la règle de l'anonymat prolonge celle de la gratuité des éléments du corps humain. Le droit considère que mettre une barrière entre le donneur et le receveur exclut toute tentation de choisir. On retire cette barrière, on pourrait être tenté de choisir. À terme, c'est donc la tentation de l'eugénisme qui pourrait voir le jour sur le territoire français, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans certaines régions du monde. Alors bien sûr, en l'état actuel du projet de loi, cette possibilité n'est pas pour tout de suite, d'autant moins que par principe le don va rester anonyme.
Il n'en reste pas moins qu'elle ne doit pas être exclue totalement. Et d'ailleurs, encore une fois, si l'on observe ce qui se passe à l'étranger, et à mon sens, le droit comparé doit être une véritable source d'inspiration pour le droit français, en particulier lorsque les droits étrangers ont, entre guillemets, une avance sur notre système juridique. Eh bien, si l'on regarde ce qui se passe à l'étranger, eh bien, on constate que la levée de l'anonymat s'accompagne parfois de la fin de la gratuité des éléments du corps humain. Alors, pour conclure, que dire de ce projet de lever le voile de la transparence sur les origines biologiques dans l'AMP? Eh bien, sans doute que le bond en avant est immense. Il est immense, mais peu s'en contenteront. Pourquoi? Parce que les uns considéreront que le législateur n'est pas allé assez loin. L'accès à ces origines génétiques demeurera soumis à ce que les bénéficiaires de l'AMP aient informé leur enfant des circonstances de leur conception. D'autres, au contraire, estimeront que ce projet va déjà beaucoup trop loin et que le contrat d'anonymat autour duquel s'ordonnançait le droit français de l'AMP est définitivement bouleversé. Les arguments des premiers, essentiellement les enfants nés de PMA, comme ceux des seconds, principalement des parents receveurs, doivent être accueillis et entendus avec bienveillance. Preuve en est que la levée de l'anonymat dans un domaine où règne la plus totale incertitude devrait en définitive créer au moins autant de problèmes qu'elle n'en réglera. Je vous remercie de votre attention.